Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde nous entend correctement. Bienvenue. Je vois déjà plus d'une vingtaine de participants. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message sur le chat pour nous dire que tout est OK, que le son, l'image est bien? On sera dans les meilleures conditions pour démarrer. Super, merci pour vos réactions. Il est 9h02, on va se laisser une ou deux minutes avant de démarrer et d'introduire le sujet. La jauge monte un petit peu, nous sommes 27. Bienvenue aux nouveaux participants. On va démarrer dans quelques secondes. Il est 9h04, je vous propose qu'on démarre et les retardataires prendront la discussion en route. Bonjour, bienvenue de bon matin dans ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui du Data Privacy Framework, de son actualité plutôt brûlante ou en tout cas à rebondissement. Ce webinaire est organisé par le cabinet Converteo. Nous sommes un cabinet de conseil expert des enjeux data et IA au service des directions business des grandes entreprises. Converteo compte 450 collaborateurs. On est présent en France, aux États-Unis, au Canada et à Madrid. On est ravis de pouvoir avoir ce point de discussion. On va avoir un moment de présentation, un récapitulatif des épisodes précédents. Je pense que tout le monde en a besoin pour prendre un peu conscience et la mesure de la situation actuelle concernant le DPF. Et puis l'idée, c'est évidemment de prendre toutes vos questions. Donc on va essayer d'avoir un propos plutôt ramassé. Et puis n'hésitez pas tout au long de notre discussion à poser vos questions dans le chat et on y répondra, on ouvrira la question, les questions-réponses dans la foulée. Je suis Laurent Nicolas Guenoc, le directeur marketing et communication du cabinet. Je vais être là pour animer les discussions et je vous présente nos experts. Raphaël Fétic, qui est cofondateur de Converteo. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Et n'oublie pas que tu animes un super podcast sur l'IA aussi. Dans lequel on va parler aussi de l'IA et du droit. Donc voilà, les sujets se croisent. Nous avons aussi Julien Ribourg, Julien qui est partenaire chez Converteo. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à tous. En charge de la practice analytics et conversion, donc, qui est un peu au cœur de ces sujets, en tout cas qui a suivi avec attention les étapes précédentes, notamment les discussions avec la CNIL aux alentours de 2022. Il y avait déjà beaucoup d'actualités sur le sujet. Et puis, on a évidemment Adrien Corda, qui est directeur digital Trust et Compliance et qui est aussi le DPO de Converteo. Bonjour Adrien. Salut Laurent, bonjour tout le monde. Maintenant que les présentations sont faites, on rentre dans le vif du sujet. Ça nous semblait important de faire le point sur l'actualité du Data Privacy Framework. On est évidemment à un tournant un peu critique dans l'histoire de ce
de cet accord transatlantique. Il y a pas mal d'événements récents depuis l'arrivée de la nouvelle administration Trump qui, en tout cas, si ce n'est remettre en cause à minima, pose de nombreuses questions sur l'avenir du DPF. Donc on va essayer de faire le point un peu sur ce qu'on sait, sur les différents scénarios possibles, pour déjà bien se réaligner sur le sujet et repartir tous avec les mêmes bases. Adrien, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qu'est le DPF? Il a eu plusieurs noms, cet accord. Est-ce qu'on peut déjà un peu refaire la genèse et l'histoire un petit peu en accéléré du DPF? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Laurent. En effet, pour comprendre un peu quel serait l'impact d'une éventuelle invalidation ou suspension du DPF, c'est bien de comprendre un petit peu à quoi le DPF sert et quelle est son histoire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en Europe, depuis 95, il y a par défaut une sorte d'interdiction d'exportation de la donnée personnelle vers des pays tiers, y compris les États-Unis, mais pas uniquement. Il y a quelques exceptions, notamment à l'aune du RGPD, qui peuvent être des exceptions contractuelles. Et il y a aussi une exception spécifique qui est la décision d'adéquation. Ça, c'est un cas dans lequel la Commission européenne va étudier la législation d'un pays tiers et définir que le niveau de protection des données est essentiellement équivalent à celui proposé par le RGPD, ou imposé plutôt par le RGPD, et donc émettre une décision d'adéquation en disant finalement on a la possibilité de transmettre des données, notamment les responsables de traitement européens ont la possibilité de transmettre des données vers ces pays tiers sans autre forme de procès, sans clause contractuelle type par exemple. C'est le cas typiquement de la Suisse et du Japon, qui ne font pas partie de l'UE, mais auprès desquels on peut transférer de la donnée sans avoir besoin d'intégrer des mécanismes supplémentaires. Les États-Unis, c'est un petit peu particulier. On a ce qu'on appelle une adéquation partielle, ce qui signifie qu'en fait le niveau de protection d'un point de vue purement de la législation n'est pas suffisant, mais que certaines entreprises, sous certaines conditions, ont la possibilité de recevoir des données, encore une fois, sans se baser sur des clauses contractuelles type ou des BCR, par exemple. Le DPF, c'est justement un mécanisme d'adéquation partielle, et en fait, c'est le troisième. Entre 98 et 2000, déjà, on avait travaillé sur un premier mécanisme qui s'appelait le Safe Harbor, qui a survécu le plus longtemps, puisqu'il a survécu jusqu'en 2015, avant d'être invalidé une première fois suite à une action intentée par Maximilian Schrems, qui est donc un avocat et un activiste autrichien, dont on entend beaucoup parler depuis ce moment-là. Un an plus tard, en 2016, c'est le Privacy Shield qui a vu le jour, et le Privacy Shield a vécu un petit peu moins longtemps que son prédécesseur, puisque en 2020, il a été invalidé une nouvelle fois suite à une action intentée par Maximilian Schrems, qu'on a appelé la décision Schrems 2. Et en juillet 2023 dernier, on a vu du coup le DPF, qui est la dernière mouture, le Data Privacy Framework, qui est la dernière mouture de ce mécanisme qui permet de transmettre des données à des entreprises américaines qui se sont auto-certifiées. Je ne sais pas si tu veux qu'on entre tout de suite dans pourquoi est-ce que le DPF est un peu différent des versions précédentes et pourquoi est-ce que lui aurait une chance de tenir. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'en allant dans ce niveau de précision, on va aussi comprendre pourquoi on en reparle aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que les mécanismes qui le faisaient maintenir sont aujourd'hui un peu plus bancals ou en tout cas en question. Ok, super. Déjà, pourquoi est-ce que le Safe Harbor puis le Privacy Shield ont été invalidés? En gros, il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est que déjà, c'était des mécanismes d'auto-certification, c'est-à-dire que les entreprises déclaraient d'elles-mêmes, les entreprises américaines, qu'elles allaient respecter les principes de ces mécanismes-là, avec un niveau de contrôle qui était relativement variable, pour pas dire assez faible, pour être tout à fait franc. Et l'autre problème, qui est le plus important, c'est que les lois de surveillance aux États-Unis, donc les lois qui permettent, par exemple, au FBI et à la NSA d'accéder aux données, sont de plus en plus importantes et ne permettent pas forcément à ces entreprises importatrices de données de respecter le Safe Harbor, puis le Privacy Shield et maintenant potentiellement le DPF. Parce que c'était déjà le cas d'ailleurs en 2015, on parlait du Patriot Act, qui était l'une des raisons pour lesquelles le Safe Harbor avait été invalidé. Et depuis, on a eu le Cloud Act, FISA 702 aussi, qui sont encore des lois qui ont augmenté les capacités des organismes de surveillance américains à accéder aux données, notamment des entreprises européennes. Pour le DPF, en fait, il y a eu un executive order, notamment de Biden, qui a mis en place des garde-fous supplémentaires. Il faut savoir aussi que dans justement le mécanisme d'adéquation
de revue de la législation locale par la Commission européenne. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte, donc la législation locale, mais aussi, par exemple, l'existence d'une autorité administrative indépendante, similaire à ce qu'on a en Europe avec la CNIL, par exemple, au sein des pays tiers. Alors, c'est pas une condition sine qua non, mais c'est quand même un élément très important. Et aux États-Unis, dans le cadre du DPF, il y a du coup 3 autorités différentes, ou 3 organismes différents, qui ont un peu cette casquette-là. Tout d'abord, il y a la FTC, qui est la Federal Trade Commission, qui est l'équivalent un petit peu de l'autorité de la concurrence aux États-Unis, qui est de facto un peu ce qui se rapproche le plus d'une CNIL aux États-Unis. En l'absence d'une loi fédérale sur la protection des données et la privacy aux États-Unis, c'est la FTC généralement qui s'assure qu'il n'y ait quand même pas de débordement en matière de respect de la vie privée des personnes, mais principalement dans la mesure où ces débordements-là risquent d'avoir un impact du point de vue de la concurrence. Dans le cadre du DPF, c'est la FTC qui, du coup, doit s'assurer du respect par les entreprises autocertifiées du DPF. Il y a un deuxième organisme qui est le PCLOB, ou le Privacy and Civil Liberties Oversight Board, qui a principalement pour responsabilité d'assurer la transparence sur l'éventuel accès aux données des Européens par les organismes de surveillance américains. Donc là, on est vraiment sur de la transparence et pas vraiment d'action extrêmement importante, mais ça reste un organisme assez important dans le cadre du DPF. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est le DPRC, ou le Data Protection Review Court, qui est vraiment le mécanisme de recours pour les personnes concernées, par exemple en Europe, qui pourraient considérer que leurs données ont été collectées ou qu'il y a eu un accès par les organismes de surveillance américains sans forcément de fondement. Et du coup, c'est un petit peu ces 3 mécanismes-là, avec le secteur privé pour la FTC, la partie intelligence avec le PCLOB et la partie recours pour les individus avec le DPRC, qui permettent de faire respecter théoriquement le DPF, et du coup d'avoir un niveau de protection équivalent à celui du RGPD. Il y a un autre élément qui est aussi assez important, c'est que la Commission européenne, cette fois-ci, a dit bon, on va faire une revue périodique du respect du DPF par les États-Unis et par les entreprises américaines. Et du coup, il y a eu cette première revue annuelle qui a eu lieu en 2024, et la Commission européenne a dit bon, finalement, tout se passe relativement bien, la prochaine revue aura lieu dans 3 ans. Et du coup, voilà, donc c'est tout ça mis côte à côte qui permet théoriquement d'assurer un niveau de protection des données des Européens ou des données qui sont traitées par des entreprises européennes relativement similaire, ou en tout cas suffisamment équivalent à celui du RGPD. Peut-être, Adrien. Et donc, Adrien, Ouais. vas-y, Julien. Julien. Ouais, non, une première remarque / question pour toi, et pour aussi comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La plupart de ces garde-fous et de ces éléments qui ont été mis en place dans le cadre du dernier accord l'ont été faits par le gouvernement Biden et à travers l'autorité exécutive et non pas législative. Donc ça a été essentiellement fait par décret, si je ne m'abuse, présidentiel, et non pas à travers l'appareil du Congrès et des lois qui seraient pour le coup beaucoup plus solides et pérennes. Donc ça, c'est déjà une question pour que tu confirmes ça, et comment ça avait été accueilli à l'époque par la commission et par les détracteurs, parce que c'est, je pense, un sujet déjà qui est un sujet de fond qui n'est pas nouveau en l'occurrence, et donc on sait ces éléments-là, entre guillemets, pas si indépendants que ça, contrairement à ce qui est affiché ou dit, et donc potentiellement aussi remise en question par n'importe quel gouvernement ultérieur, Trump ou un autre. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint les questions de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question de la pérennité du DPF, qui est qu'effectivement ces organismes-là sont censés être un peu un équivalent des autorités administratives indépendantes en Europe. Et donc dans administrative indépendante, il y a forcément le terme indépendant qui signifie que théoriquement l'exécutif n'a pas la possibilité de venir impacter la façon dont ces organismes-là font leur travail. Et c'est le cas en théorie pour la FTC et le PCLOB, qui justement n'ont pas été créés par un executive order, mais vraiment par la loi américaine, et qui sont censés être des organismes vraiment bipartisans aux États-Unis, donc avec des représentants à la fois républicains et démocrates, pour s'assurer qu'il y a une certaine objectivité dans la façon dont ces organisations-là font leur travail. Là, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a un peu une sorte de chasse aux sorcières des opposants politiques au sein de ces organismes-là,
et qui a mené au départ d'un certain nombre de représentants du camp démocrate au sein de ces organismes-là. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a du mal à considérer que la FTC et le P-Club soient vraiment indépendants, et donc ça pose problème. En revanche, comme vraiment, d'un point de vue purement législatif et légal, ces entités-là sont censées être indépendantes et bipartisanes, en fait, le fait de pousser à la démission ou de remercier des opposants politiques, c'est complètement illégal. Donc, il est possible encore qu'un juge aux États-Unis, un tribunal, décide de revenir sur cette décision-là, puisqu'au final, ça n'a pas du tout été fait dans les règles de l'art. Donc ça, En revanche, Adrien, donc ça, juste qu'on fasse une pause là-dessus parce que c'est un peu un des éléments d'actualité clés. Donc, il y avait ces autorités qui étaient bipartisanes, en tout cas dans lesquelles il y avait des représentants des différents bords politiques américains. Ce côté, cet aspect bipartisan était une des garanties que la Commission européenne était censée surveiller. En tout cas, ça faisait partie des gages que la partie américaine devait donner à l'Union européenne pour que l'accord soit jugé pérenne et stable. Ces éléments-là sont remis en cause parce que l'administration Trump a poussé une partie de ces gens, des opposants politiques, en dehors de ces organisations. Donc, ça pourrait être un motif côté Union européenne pour remettre en cause le DPF, mais tu dis qu'avant cela, le fait même que ces opposants politiques aient été poussés dehors peut être jugé illégal aux États-Unis par un tribunal américain. Et donc, avant ça, côté américain, il pourrait y avoir une espèce de retour à la normale avant même que côté Union européenne, on se pose la question des conséquences de ces décisions. On en est là aujourd'hui. C'est les derniers développements, on peut dire. c'est ça, parce que effectivement, la prochaine revue, théoriquement, a lieu encore dans un peu plus de 2 ans. Et il est possible que d'ici là, on ait de nouveau vraiment une représentation bipartisane au sein de la FTC et du P-Club. Donc ça retirerait quand même une épine du pied de la Commission européenne parce qu'on se retrouvait encore une fois avec une sorte d'équilibre. En revanche, le troisième organisme dont j'ai parlé, qui est le DPRC, qui est donc vraiment quasiment le plus important parce que c'est vraiment ce qui permet aux individus en Europe d'aller faire valoir leurs droits auprès des États-Unis. Celui-ci, il a été créé, comme tu le disais, Julien, justement par un executive order. Et ce qui a été créé par un executive order d'un président, ça peut être entièrement supprimé, annulé par un executive order du président suivant. Et c'est ce qu'on a vu avec Trump. Dès qu'il est arrivé, dans les premiers jours, il y a eu un nombre complètement délirant d'executive orders qui ont été signés et qui ont annulé un certain nombre de décisions, notamment de l'administration Biden. Donc là, ça signifie que cette cour-là, d'ailleurs on a 2 cours que le nom, a tout à fait la possibilité de disparaître du jour au lendemain. Et ça supprimerait quand même un élément qui est vraiment extrêmement important pour la survie du DPF. Et d'ailleurs, on sait aussi que d'ailleurs, des membres ce que tu nous évoques, voilà, j'allais dire, c'est déjà la synthèse de la décision qui a été donnée suite au recours de Philippe Latombe. Oui, effectivement, il y a un autre élément aussi qui est que le député Modem Philippe Latombe avait intenté une action contre le DPF dès 2023 d'ailleurs, en considérant que le niveau d'adéquation n'était pas suffisant pour vraiment que la décision d'adéquation ait lieu. La première audience a eu lieu là, le 1er avril et au final on a vu que la Commission européenne s'était un peu rangée du côté d'ailleurs des États-Unis et de l'Irlande pour aller à l'encontre de cette décision-là en disant mais au final laissez-nous faire notre boulot, on a une revue périodique qui est prévue et en gros on reste dans le cadre qui est déjà prévu par le DPF, il n'y a pas d'urgence à suspendre ou annuler le DPF. Et justement, cette suspension ou cette annulation ou cette invalidation, c'est quelque chose qui est déjà prévu au sein du DPF même, de la décision qui est venue, justement la décision d'adéquation. La Commission européenne avait prévu au bout d'1 an de faire une première revue du DPF, ensuite de définir la périodicité de toutes les revues suivantes. Donc là, au terme de la première révision, il y a eu ce choix d'attendre 3 ans avant la suivante. Mais en cas de résultat insatisfaisant sur cette analyse justement du DPF, la Commission européenne a la possibilité soit de commencer, comme dans un contrat un peu classique, à aller discuter avec l'autre partie pour essayer de définir des nouveaux garde-fous pour maintenir le DPF, soit de suspendre le DPF, soit de l'invalider entièrement, d'annuler la décision. Donc c'est des choses qui sont prévues et qui sont possibles. Maintenant la question, c'est plutôt une question de calendrier. Est-ce qu'il y a des chances pour que l'action de Philippe Latombe qui avait été intentée un peu trop tôt, donc juste après, je crois dans les 2 mois suivant
la décision d'adéquation, qui donc avait très peu de chances d'aboutir au final avec justement les décisions, enfin les départs au sein de la FTC et du P-Club, et aussi au sein du DPRC, donc la Cour, même si ceux-là ont fait un petit peu moins de bruit, parce qu'ils ont été aussi plus volontaires visiblement. Est-ce que ces départs-là vont impacter la lecture du tribunal de l'Union européenne sur la décision enfin sur l'action de Philippe Latombe? C'est possible. Donc il est possible qu'on n'ait pas besoin d'attendre la prochaine revue prévue dans 2 ans de la Commission européenne pour qu'il y ait quand même une remise en question du DPF et au moins une discussion un petit peu houleuse entre l'Europe et les États-Unis sur ce point. Peut-être rajouter aussi, Adrien, le contexte de la guerre commerciale actuelle, où on sait qu'un des leviers, à défaut d'appliquer des niveaux de taxes équivalents, notamment sur les services numériques, ça serait naturellement de durcir la réglementation, ou en tout cas de mieux regarder dans le détail la façon dont les sociétés américaines appliquent pour naturellement rentrer dans une négociation. Donc de ce point de vue-là, on peut aussi se dire que le réexamen pourrait être plus rapide dans le cadre d'une négo ou en tout cas d'une menace pour pouvoir rediscuter plus globalement des accords commerciaux. On sait que cet accord était indispensable, en tout cas le DPF, à la bonne opération du business entre les 2 continents. On peut peut-être du coup se poser la question et si donc on n'arrive pas à sortir par le haut de cette discussion, et si Trump persiste et signe, parce qu'il y a un autre contexte qu'on a peu évoqué pour l'instant, c'est naturellement la volonté affichée de l'administration Trump de déréguler et de se soustraire et de permettre aux sociétés américaines de vivre avec le minimum de contraintes, ce qui n'est pas très RGPD compliant. Une fois qu'on dit tout ça, on a déjà vécu cette période-là en 2022. Julien était déjà là, on l'a vécu ensemble. On peut peut-être revenir rapidement sur cet épisode-là, peut-être se réévoquer ce qui s'était passé, comment ça s'était déroulé, et surtout quelles actions on avait prises pour espérer peut-être pouvoir s'en inspirer, mieux préparer, même si on souhaite tous naturellement que les mécanismes soient maintenus. Il faut se préparer à. Ça fait partie naturellement de notre travail au quotidien d'anticiper l'avenir. Je ne sais pas si Julien, tu veux recommencer comment un jour tu as été appelé par un de tes clients qui avait eu un courrier. Oui, effectivement. Donc en 2022, dans le contexte qu'Adrien a rappelé et évoqué, effectivement, donc un certain nombre de CNIL européennes avaient pris l'initiative suite à des plaintes qui avaient été formulées en l'occurrence par Max Schrems. Donc, Max Schrems avait déposé à la volée un certain nombre de plaintes visant différentes solutions. 101, voilà, exactement, visant différentes solutions de marketing digital, essentiellement Google Analytics et Facebook pour sa solution Facebook Connect. Qui avait donc été examiné évidemment par les autorités locales, et différentes CNIL, notamment la CNIL autrichienne, mais également la CNIL française, une CNIL nordique, si mes souvenirs sont bons également, la CNIL italienne aussi, avait procédé à des mises en demeure, en l'occurrence, vis-à-vis de l'usage de ces solutions-là, qui avaient été jugées non conformes, en l'occurrence aux exigences du RGPD, en l'absence de décision d'adéquation. Si on zoome un peu sur la France, on avait eu quelques acteurs français qui donc ont été mis en demeure début 2022 de changer, en l'occurrence, d'outils de collecte de la donnée présente sur leur site internet et leurs applications mobiles. Donc, en l'occurrence, c'était Google Analytics qui était directement visé. Pas Google Analytics en tant que tel et en tant que solution, mais Google Analytics dans la configuration qui avait été observée par la CNIL sur les sites en question dans le cadre de leur audit. Je pense que c'est important de le rappeler. La solution n'avait pas été jugée illégale en tant que telle. C'était bien la configuration spécifique qui avait été observée, qui avait été jugée en l'occurrence illégale. Donc après sa mise en demeure, on avait eu un phénomène d'inquiétude sur le marché assez répandu, étant donné que ces solutions-là sont des solutions qui sont utilisées par un grand nombre d'acteurs de l'industrie. Et un certain nombre de questions s'étaient posées, notamment vis-à-vis de la propagation des mises en demeure, de la généralisation de celles-ci, et de l'horizon aussi au sein duquel on pouvait se projeter
la question de fond restait quand même quel était le sens de l'histoire. Est-ce que le sens de l'histoire allait être une nouvelle décision d'adéquation, oui ou non, et si oui, à quel horizon temporel? À l'époque, si je me souviens bien, et si je me rappelle un petit peu le sentiment qui était quand même le nôtre et bien partagé, c'était que le sens de l'histoire était effectivement qu'une nouvelle décision d'adéquation devait être mise en place, notamment entre des gouvernements qui avaient vocation à collaborer sur ce sujet-là ensemble. Les réactions de manière très concrète à l'époque du marché, c'était un certain nombre d'acteurs avaient entrepris des migrations proactivement, avaient voulu couvrir le risque, entre guillemets, mais à l'échelle du marché, ce phénomène de migration est resté quand même relativement minoritaire. Ce qui s'est passé en face, c'est qu'un grand nombre d'acteurs sont restés attentistes avec un certain nombre d'actions de prudence et de précautions mises en place, qui sont essentiellement de deux ordres. Penser un plan B en cas de mise en demeure directe qui pourrait les concerner, et dans l'intervalle, procéder à des configurations mieux-disantes, on va dire, vis-à-vis de ce que la CNIL attendait. Et notamment, la CNIL avait partagé un certain nombre de recommandations et même un guide explicite sur la manière de pouvoir utiliser les outils, et notamment Google Analytics, de manière conforme à leurs attentes et au RGPD, qui était un guide de proxification. Donc, on avait vu des architectures de collecte proxifiées se déployer à l'échelle. Donc, ça, c'était fin 2022, avec une mise en place qui, si elle avait été jusqu'au boutiste, selon les critères de la CNIL, allait jusqu'à réduire très sensiblement la proposition de valeur et l'intérêt d'utiliser la solution. Donc, on a vu un certain nombre de déploiements se faire aussi comme variable d'ajustement facilement activable en cas de contrôle, effectivement, pour pouvoir se protéger. Voilà. Et quelques mois après est sorti le DPF, en l'occurrence, donc je fast-forward un petit peu, et qui a donné un nouveau cadre de stabilisation pour pouvoir opérer. Ce qu'on retient de cette période-là, finalement, et pour faire le parallèle avec la situation actuelle, c'est qu'un certain nombre de choses qui sont communes, et il y a aussi, à mon sens, des grandes différences. Ce qui est commun, c'est l'incertitude. Et ce qui est commun, c'est qu'on serait potentiellement sur une 4e invalidation d'un accord, donc on sait ce qui est visé. En revanche, ce qui est différent, et ce qui me semble différent, c'est, j'évoquais tout à l'heure la notion d'horizon temporel, donc c'est sur quel horizon on part et quel est le sens de l'histoire que j'évoquais, à savoir est-ce que cette fois-ci, on aurait vocation à converger vers un nouvel accord, ou est-ce qu'il faut prévoir pour plus longtemps et être capable de mettre en place des solutions plus radicales pour un temps plus long. Donc ça, c'est à mon sens une première dimension hyper structurante. La deuxième, c'est quel va être le rôle des autorités de régulation locales. À l'époque, les autorités avaient réagi suite à des plaintes et avaient procédé à des mises en demeure. Là, dans un cadre différent, peut-être plus large et encore une fois plus radical, est-ce qu'on aura des réactions qui seront plutôt des réactions d'accompagnement de la décision avec du pragmatisme, ou est-ce qu'on aura un comportement qui sera plus similaire à ce qu'on avait connu en 2022? Donc ça, c'est un vrai point d'interrogation. Et le dernier, peut-être, c'est, en tout cas dans notre industrie et dans notre métier, et chez Converteo, c'est une question évidemment qu'on se pose tout de suite, c'est quelles sont les catégories de solutions qui seraient éventuellement concernées et visées, puisqu'à l'époque, on avait eu un focus lié, on va dire, au prisme de Max Schrems, qui avait été très marketing digital. Or, on sait très bien que ne sont pas concernées uniquement ces solutions-là. Toutes les solutions qui potentiellement sont susceptibles de partager de la donnée personnelle entre les deux continents sont susceptibles d'être visées. Et donc, vous voyez très bien que si on commence à se lancer... Peut-être une nuance, pas entre les deux continents, mais entre des sociétés des deux continents, parce qu'il y a l'extraterritorialité. À l'époque, il y avait eu beaucoup de raccourcis sur c'est un transfert de données aux États-Unis. Encore une fois, on rappelle que cette notion de géographie physique n'a aucun sens aujourd'hui par rapport à l'extraterritorialité des textes en face, des FISA et autres, qui, eux, permettent aux autorités américaines d'aller saisir de la donnée dès le moment où la société de droit américain, et donc naturellement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui est fait sur la relocalisation en Europe et des architectures qui disaient être 100% géographiquement européennes,
tout ceci passe outre la logique virtuelle de la question juridique et de la question la logique qui est associée. Je tenais juste à le préciser parce qu'à l'époque, on avait réduit la décision. Hein, on a vu qu'il y avait un ping qui partait vers les États-Unis. Non, on s'en fiche. Ça c'est juste une conséquence. C'était la version très surfacique de l'interprétation de la chose. Mais Julien, je te laisse peut-être continuer sur la notion de solution. Il y a peut-être aussi une autre réalité qu'on avait perçue à l'époque, et Adrien, je pense, va renforcer là-dessus. On a tapé là où, je dirais, la facilité, je dirais, d'auditabilité était évidente. C'est-à-dire que, encore une fois, il est à la portée de n'importe quel citoyen d'aller sur un site, d'utiliser un add-on ou pas pour pouvoir regarder ce qui se passe lors de sa visite. Et donc, le citoyen est en situation de pouvoir auditer lui-même ce qui se passe en termes d'appels de serveurs. Et donc, naturellement, dans les millions, centaines de millions de citoyens européens, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus geeks que la moyenne et, si on y associe en plus, connaisseurs du RGPD. Et donc, il aurait été très, très simple, naturellement, de pouvoir déployer même à l'échelle des plaintes et des saisies. Et à l'inverse, les CNIL pouvaient très facilement auditer à l'échelle, c'était non pas fait, on a toujours été surpris, mais elles auraient pu naturellement déployer par des méthodes de crawling un système d'envoi assez automatique de mails. Donc on voit aussi ce côté en réaction d'eux, et je pense que ce que tu évoques, Julien, est intéressant. C'est là où on verra, normalement, nos autorités sont aussi indépendantes, donc elles ne réagissent pas aux faits politiques, et elles réagissent encore moins. Et même si ça a beaucoup changé, il y a une coopération maintenant accrue entre Bercy et la CNIL, puisqu'à l'époque, on avait eu une discussion avec la CNIL sur attention, en appliquant un peu naïvement ou un peu trop fortement des accords, et notamment en l'occurrence le RGPD, on risque de distordre la concurrence entre les acteurs sur lesquels il y a eu prononciation d'une décision, et à l'époque, c'était Google Analytics, et d'autres solutions qui étaient tout aussi de droit américain, mais sur lesquelles la CNIL n'avait pas encore posé son regard et sur lesquelles n'avait pas posé de décision. Donc, on s'était dit, en effet, tous autour de la table, c'est étrange, comment doit-on interpréter? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout? Pour ça, c'est une des questions. Je vois que dans le channel, d'ailleurs, il y a une question qui va après, c'est et pourquoi que les solutions d'analytics? Pourquoi pas tout le stack marketing, Martech déjà? Je pense notamment à des acteurs autour du CRM, du PRM, du marketing automation, à Salesforce et ses concurrents. Naturellement, assez rapidement, à l'époque, le même raisonnement amenait à pouvoir invalider l'ensemble des solutions, en tout cas à pointer du doigt l'ensemble des solutions américaines. Et là, on voit l'abîme et le niveau d'impact que ça pourrait avoir et le nombre d'années qu'il faudrait pour débrancher et remplacer, si elles existent, ces solutions. Voilà, je vais remettre aussi ça en perspective en se disant qu'à l'époque, presque la décision avait été très impactante pour des personnes qui s'intéressaient à l'analytics, à la mesure, mais en réalité aurait pu avoir beaucoup plus de conséquences sur le day-to-day et sur la capacité des entreprises à utiliser les données, même si naturellement elles font le maximum sur la récupération du consentement. Il n'empêche que, comme elles le faisaient sur des solutions américaines, la question revenait largement sur la table. Adrien, si on parle en des termes un peu néophytes et pas juridiques, si l'accord tombait pour des raisons diverses, bon, celles qu'on a évoquées, un citoyen européen pourrait être fondé en droit d'attaquer une solution sur la base du constat que ces données personnelles ne sont plus dans aucun cadre juridique de protection, une solution d'une société américaine, dans une compréhension très large du terme solution. Alors, pour le coup, ce qui se passerait, ce serait d'ailleurs comme ça s'est passé entre 2020 et 2022, c'est pas la solution américaine directement qui serait impliquée, même si, comme le disait Julien tout à l'heure, ça avait commencé en 2022 par une décision de l'autorité autrichienne qui avait effectivement impliqué Google vraiment dans la procédure, mais c'est une erreur que les autres autorités de contrôle n'ont pas commis de nouveau pour toutes les suivantes, puisque la CNIL, par exemple, ne s'est intéressée qu'aux responsables de traitement qui utilisaient Google Analytics et pas à Google. Là, dans ce cadre-là, un individu européen, par exemple,
n'irait pas s'attaquer à AWS, GCP ou Google Analytics directement. Par contre, pourrait aller porter plainte auprès, par exemple, de la CNIL à l'encontre d'un responsable de traitement, donc d'une entreprise, d'une marque, qui utiliserait ces solutions-là. Et ça d'ailleurs, c'est pas complètement hypothétique parce que là, il y a eu une décision en janvier dernier, Bindle versus la Commission européenne d'ailleurs, donc pas contre une entité privée. Et dans ce cadre-là, le tribunal de l'Union européenne a prononcé une sanction de 400 € à l'encontre de la Commission européenne. Et alors 400 €, ça peut faire sourire comme ça, on se dit bon, c'est pas grand-chose, mais bon, déjà c'est la Commission européenne, on se parle pas d'une entreprise à but lucratif. Mais en plus de ça, c'était 400 € spécifiquement pour l'envoi de son adresse IP de cet utilisateur, ce qui est arrivé 2 fois lors de 2 visites distinctes sur le site de la Commission européenne, vers AWS. Et c'était justement le fait que ce transfert vers AWS, qui est, comme tu le disais, Raph, une entreprise de droit américain, ait eu lieu en l'absence d'un mécanisme autorisant les transferts de données de manière légale, enfin licite, puisque c'était entre l'invalidation du Privacy Shield et l'entrée en vigueur du DPF. Donc il n'y avait pas de mécanisme. Ce transfert a eu lieu, la Commission européenne s'est fait taper sur les doigts, et c'est vrai que si on prend un petit peu un pas de recul, on se dit bon, c'est 400 €, c'est pas grand chose, mais c'est 400 € pour une donnée, pour un utilisateur. Si on commence à se dire, ok, en fait, ce transfert d'adresse IP, il arrive pour tous mes utilisateurs qui passent sur mon site vers mes serveurs, vers mon CRM, vers mon Analytics, vers toutes ces solutions qui font usage de l'infrastructure américaine, parce que c'est pas uniquement des entreprises elles-mêmes américaines, mais vraiment des entreprises qui se reposent sur des services de cloud américains, par exemple, ce qui est la quasi-totalité des solutions en SaaS aujourd'hui utilisées par les entreprises européennes. Ça peut potentiellement mener à des sanctions qui sont quand même très importantes maintenant que cette jurisprudence existe. Et d'ailleurs, j'en profite du coup pour rebondir sur une question. Je pense qu'on aura un moment spécifique pour les questions après, mais là, c'est hyper pertinent. La question de David qui pose la question de est-ce que le server-side, c'est pas une solution de contournement dans ce contexte-là? Et en fait, ça rejoint ce que disait Julien tout à l'heure. La CNIL, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans le marketing, on entend beaucoup parler du server-side parce que ça permet de faire une solution un peu cookie-less basée sur le cookie first party, la donnée first party, d'aller transmettre de la donnée dans les plateformes publicitaires et donc de la donnée CRM typiquement. Mais c'est en fait très proche de la proxification que la CNIL proposait pour pouvoir utiliser Google Analytics sans transférer de données personnelles aux États-Unis. Et effectivement, en fait, l'objectif, c'est de se dire, au lieu de laisser des entreprises de droit américain collecter de la donnée sur mon site et la recueillir directement, moi j'ai la possibilité de mettre un serveur proxy entre les deux dans lequel je vais traiter la donnée, la modifier, l'anonymiser, la tokeniser, la généraliser, bref, faire en sorte qu'elle ne soit plus vraiment personnelle avant d'aller la partager à mes partenaires ou mes prestataires. Et ça permet effectivement de sortir un petit peu du cadre du RGPD et du coup de s'affranchir du besoin du DPF. Donc même si le DPF tombait, on pourrait continuer à utiliser ça. Maintenant, encore faut-il déjà que ce serveur proxy soit non soumis à la loi américaine. Donc encore une fois, on se reparle de est-ce qu'on est capable de déployer un serveur proxy on-premise ou sur un cloud souverain européen par exemple. C'est pas ce que la plupart des entreprises font aujourd'hui, donc c'est quand même un niveau de protection différent. Et il y a aussi d'autres solutions auxquelles on réfléchit qui sont dans quelle mesure la capacité par exemple d'un annonceur d'une entreprise européenne à aller chiffrer de manière très forte la donnée sans permettre aux éditeurs de cloud américains, par exemple, d'accéder à la clé de déchiffrement, permettrait pas aussi de sortir du cadre du RGPD, au moins pour respecter un petit peu le cadre. Donc il y a des solutions qui sont envisageables, mais concrètement, déjà à l'époque, les solutions dont on se parlait, c'était soit adopter une solution souveraine, donc sans transfert de données vers une entreprise américaine ou une entreprise appartenant à un groupe américain, ou se reposant sur de l'infrastructure informatique américaine, soit faire de la proxification de l'anonymisation pour sortir du cadre du RGPD, et du coup s'affranchir de ce besoin de mécanisme. Mais dans beaucoup de cas, et je pense que Julien, tu penseras la même chose, par exemple sur le fait de Google Analytics, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait de le proxifier et d'aller vraiment supprimer la donnée personnelle au sein de GA, ça rendait l'outil inutile. Dans 90% des cas, le déploiement était coûteux, tout en sachant qu'il y avait potentiellement la lumière au bout du tunnel avec un nouvel accord, et l'outil en soi n'était pas vraiment utilisable. Du coup, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont décidé de maintenir Google Analytics simplement parce que c'était une brique un peu critique de leur marketing, et sans avoir vraiment de solution viable de contournement.
Oui, effectivement. Alors, il y avait quelques zones d'interprétation permises par les 7 critères de la CNIL sur la proxification qui permettaient un petit peu de latitude dans les déploiements qu'on pouvait opérer, sachant que tout l'enjeu était bien de penser l'architecture proxifiée pour la rendre, on va dire, la plus réactive possible aussi en cas de contrôle et en cas de difficulté. Ce que je rajouterais aussi sur les architectures server-side proxifiées, de manière très pragmatique, on évoquait tout à l'heure la manière dont les mises en demeure avaient été opérées et qu'elles faisaient suite à des plaintes qui du coup faisaient suite à des observations, des constats réalisés par différents types d'individus, que ce soit Max Schrems ou des citoyens européens plus lambda, on va dire. Une architecture proxifiée a aussi, je pourrais appeler ça un intérêt ou une vertu dans ce cas-là, c'est qu'elle rend inaccessibles les traitements aussi aux yeux du grand public. Les traitements sont opérés sur des serveurs et en l'occurrence, la modification des données personnelles et l'envoi des données personnelles au serveur des sociétés américaines, in fine, n'est pas interceptable directement au niveau des interfaces clients, donc des sites web, pour pouvoir être auditable en l'état. Donc ça donne aussi un niveau de difficulté supplémentaire dans la capacité à auditer et à contrôler. Voilà, je le précise parce que c'est très factuel. Ce qui est pas neutre par rapport à ce qu'on évoquait à la fois précédente sur le fait qu'on aurait pu avoir de l'auditabilité à l'échelle qui pour le coup n'a pas été utilisée, qui pourrait redevenir une façon de procéder si encore une fois il y avait une envie d'accompagner la décision comme tu l'as très bien dit tout à l'heure avec une vague de contrôle tout de suite dans la foulée avec une autosaisie des CNIL sur des thématiques. Il y a des questions dans le chat sur quelles seraient les données naturellement qu'on aurait tendance à aller tout de suite rechercher. Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté, ça restera tout ce qui se collecte par du cookie. Par ailleurs, en plus, il y a eu beaucoup de discussions aussi avec Google sur toutes les problématiques de cohorte et sur le sujet de privacy, par ailleurs avec des organismes aussi dans le monde de la publicité sur comment on partage, enfin la fin du cookie tiers a aussi pas mal fait verser d'encre, donc on est sur des sujets qui ont une adjacente assez forte. Donc on sait aussi qu'il y a toutes ces discussions qui ont eu lieu pendant les 3-4 dernières années, même si globalement on a pu s'appuyer plus récemment sur le DPF, par cette suspicion, en tout cas dans la publicité digitale, d'un certain nombre de choses. Le grand oublié, on peut se dire de la fois précédente, qui risque cette fois-ci d'être peut-être moins oublié, c'est en effet tout le reste de la stack MarTech. Aujourd'hui, on a des CDP, on a des outils de marketing automation, des outils de CRM, des outils de clienteling en boutique. Donc là, on va vraiment dans des briques. Alors certaines ont une contrepartie avec un tag aussi, font aussi de la collecte sur les touchpoints digitaux. D'autres sont 100%, je dirais, déconnectés ou pas forcément visibles, et là nécessite forcément une visite sur site ou en tout cas une injonction d'ouvrir des accès, de permettre de voir les architectures, de rencontrer les équipes. Mais voilà, on voit aussi ce degré d'auditabilité comme une façon, je dirais, de mesurer le risque. Plus généralement, je pense on en reviendra sur qu'est-ce qu'il s'agit de faire. On en revient à cartographier, à faire du risk assessment, savoir à quel point il est indispensable de collecter certaines données et est-ce qu'on en tire vraiment de la valeur. Et à l'inverse, si la réponse est non, il s'agit de ne pas prendre de risque associé. À l'inverse, des données qui sont indispensables au développement de l'entreprise, faut se poser la question éventuellement des alternatives en termes de provider et en termes notamment d'architecture, s'il y a moyen de se mettre, je dirais, à l'abri au moins de l'audit dans un premier temps, puis après, en fonction des contrôles, de résoudre et de remédier à la chose. Mais j'anticipe un petit peu certaines questions, mais je pense que voilà, il faut aussi se rappeler qu'il s'est passé des choses depuis 2022, notamment comme je l'évoquais sur le cookie tiers qui a quand même pas mal fait couler d'encre dans notre industrie, et il y a fort à parier qu'une partie en tout cas des contrôles pourrait aussi se porter sur autre chose que le marketing digital à terme. Justement, une des questions dans le chat, celle de Valentin, qui nous dit mais pourquoi certains éditeurs MarTech ne sont-ils pas plus proactifs en proposant des solutions d'hébergement réparties dans différentes zones géographiques pour leurs serveurs?
Et j'élargis un peu la question. Les éditeurs non européens, est-ce qu'on sait comment ils abordent la période actuelle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans les roadmaps? Comment vous voyez les choses? Ouais, peut-être deux éléments de réponse à ça. Sur ta deuxième question, à titre personnel, je suis relativement surpris de voir à quel point le sujet est passé sous silence en ce moment. Et par conséquent, il risque de prendre tout le monde de court si jamais il se présente. Je vois assez peu d'anticipation et encore moins de plans en réaction à cette hypothèse-là du côté des éditeurs, du moins avec lesquels moi je travaille en direct. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, pour répondre à la question de Valentin aussi, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et Raphaël l'a précisé, on n'est pas sur un sujet de localisation des traitements, on est un sujet d'appartenance des sociétés en question aux États-Unis, entre guillemets, des sociétés, soit des sociétés de droit américain. Donc, en l'occurrence, le fait de répartir le stockage sur différentes zones géographiques n'apporte pas plus de réponses puisque le gouvernement américain, les agences de sécurité américaines sont tout aussi fondées à saisir la donnée auprès des sociétés américaines, qu'elles soient collectées en Europe, en Afrique ou aux États-Unis. Ouais. En revanche, on peut imaginer, alors là on est un petit peu dans de la science-fiction évidemment, mais on peut imaginer des solutions ou un type de solution qui pourrait permettre de continuer à exploiter des techs américaines dans ce cadre-là sur le sol européen. Mais pour cela, ça veut dire qu'il faudrait permettre de mettre la société ou la technologie en question au sein d'une structure juridique qui soit européenne. On a vu une initiative avec les acteurs du cloud et notamment avec le partenariat entre Google et Thales il y a quelques années qui s'appelle Sens, qui a eu vocation justement à souverainiser le cloud de Google GCP au sein du joint venture qui est détenu par les deux sociétés et qui en l'occurrence s'inscrit dans cette logique-là et dans ce sens-là. Donc on pourrait tout à fait imaginer que d'autres initiatives se développent sur le sol européen qui visent à détenir, à mettre, à localiser la tech américaine dans une coquille européenne, détenue majoritairement par une société européenne, sous une forme partenariale, et qui permettrait, avec des mesures technico-organisationnelles évidemment suffisantes, de pouvoir opérer la tech américaine sur le sol européen. Mais cette condition-là du fait de détenir, entre guillemets, la technologie dans une structure européenne est vraiment le point dur et le point de difficulté, beaucoup plus que la localisation des traitements. Ouais, ça c'est typiquement une discussion qu'on a beaucoup eu avec Google en 2022, où effectivement beaucoup d'annonceurs notamment ont demandé à Google, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement une version localisée comme sur GCP, typiquement où on peut choisir où se trouvent les données pour Google Analytics et Google Ads. Et en fait, la réponse de Google, c'était d'une part, c'est pas comme ça que leur infrastructure fonctionne. Le principe notamment de la pub en ligne, c'est d'essayer d'être aussi le plus rapide possible, parce que tout est automatisé et du coup, il y a un principe, je l'ai vu aussi dans le chat de load balancing, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à traiter la donnée au plus proche des utilisateurs, mais d'une certaine manière, la publicité peut se faire dans le monde entier. L'annonceur peut être aux États-Unis ou à Tombouctou et l'utilisateur en Europe. L'objectif, c'est que le traitement soit le plus rapide et le plus efficace possible. Et donc, ça obligerait déjà Google à revoir complètement son fonctionnement et son infrastructure. Et au-delà de ça, même Google France appartient à un groupe avec une maison mère, Alphabet, qui est basé aux États-Unis, donc qui est soumis aux lois américaines dans tous les cas. Donc, le fait de créer cette sorte de silo européen ne répondrait pas à la question de toute façon. Il faut vraiment avoir une entité qui soit indépendante des États-Unis, ce qui est beaucoup plus complexe à mettre en place dans le cadre du marketing. Une question d'Odile qui va dans ce sens-là, qui parle des filières irlandaises. Le problème des filières irlandaises, c'est qu'elles sont 100% détenues par la société américaine, donc il n'y a pas du tout de rupture de la chaîne de gouvernance. C'est pas parce que c'est une entité européenne qu'elle ne répond pas à des demandes américaines. C'est toujours la question, est-ce que le management européen pourrait s'opposer à son management américain? S'il y a un monde dans lequel les choses sont très descendantes, c'est le monde anglo-saxon. On voit très très mal
un N-1 anglo-saxon dire non à son manager américain, on voit bien à quel point un président américain peut faire démissionner toute une partie des équipes. Donc, elles ne sont pas d'accord. Mais à la fin, il aura raison et donc naturellement, ce n'est pas une mesure suffisante de notre point de vue. Donc il faut vraiment que la majorité de la société soit détenue par quelqu'un d'autre. Et c'est là où on arrive naturellement aux joint ventures qu'on évoquait, avec des constructions entre Capgemini et les technologies Microsoft Azure ou GCP et d'autres sociétés comme Thales et ainsi de suite. Mais voilà, il faut vraiment que la majorité soit détenue par quelqu'un d'autre et que c'est cette majorité-là qui, à la fin, rendra ou pas des comptes aux États-Unis. Et s'ils sont européens, ils pourront naturellement faire valoir qu'ils n'ont aucune envie de se plier aux mesures de rétorsion américaines. C'est encore un autre sujet, c'est là où on en revient au sujet de discussion sur d'autres volets, et notamment on sait très bien que le droit aux États-Unis est au service du business et qu'un certain nombre de choses qui sont prises par le département de la justice américaine sont en faveur de certaines stratégies de M&A, de certaines stratégies de développement de segments de business. Donc on sait que les compartiments sont de plus en plus poreux, notamment aux États-Unis. Mais si on se contente en tout cas du cas présent, créer une filiale en Europe quand on a un groupe américain, c'est organisationnellement parlant, juste une façon de découper des activités, ça n'en fait pas une rupture au sens en tout cas où la CNIL le demande de la chaîne de décision et de responsabilité. On a une question de Benjamin qui nous dit: il existe des alternatives MarTech européennes et françaises. Par contre, quelle alternative à un Google Ads qui reste un mastodonte sans alternative sur la pub en ligne? Ça pose la question Raphaël, tu évoquais Salesforce. Pour des acteurs qui sont à ce niveau on va dire de domination de leur marché. On revient sur notre sujet, la concurrence. Il y a deux réponses possibles. La première, c'est j'arrête de travailler avec la régie Google et j'arrête d'acheter du AdWords et du coup, je n'ai pas à composer avec un acteur. Mais voilà, ça me coûtera. Et du coup, la vraie question, c'est comment, en effet, la régulation européenne contraint Google Ads, s'il veut opérer en Europe avec les citoyens européens, à se mettre en conformité. Il faut se dire qu'en effet, ça va être long, ça va être pénible, mais ça se fait. On a vu avec le droit voisin. Enfin, voilà, ça peut se faire, ça peut se discuter. On n'arrive pas toujours aux accords qu'on souhaite, mais en tout cas, si on veut accéder à ce vivier-là et à cet outil-là, je vois pas d'alternative aujourd'hui sérieuse, sauf un découpage de l'activité. Donc ça, on revient à un démantèlement de Google. Et là, on est sur un autre champ. Mais c'est pour ça que je dis que tous ces sujets se frottent beaucoup, puisqu'on sait que le démantèlement est plutôt une décision qui appartiendrait au registre de la FTC et du coup, pas trop la main entre nous d'imposer, mais ça sera compliqué. Et de l'autre côté, tu évoques Salesforce. On oublie, alors, il y a des outils qui se branchent et se débranchent dans la nuit. C'est le cas d'un Google Ads, pratiquement. À l'inverse, un Salesforce, on voit bien le coût de migration. Et donc, on s'imagine naturellement, et c'était une des questions qu'on avait eues aussi avec Google Analytics, qui est dans une moindre mesure un outil qui prend du temps à être déployé, pris en main, qui après alimente un certain nombre de dashs qui sont des investissements lourds et conséquents pour une entreprise. C'est que ce genre de décision de changement d'outil ne doit pas s'opérer, en tout cas sur un coup de tête, puisque on sait quand on commence le projet, on ne sait pas forcément quand on aboutira. Et comme dit, il y a une évolution. Un petit peu, je refais le parallèle en ce moment sur la relocalisation des usines. On se dit fin de la mondialisation, on se dit tiens, on va lancer des usines. Il faut une quinzaine d'années pour, je pense, opérer correctement la chose. Sauf que les gouvernements auront beaucoup changé dans les 15 prochaines années, et les lois auront beaucoup changé, et la stratégie décidée aujourd'hui, dans 15 ans, elle aura naturellement une viabilité. Sur des migrations d'outils, on est plutôt à des échelles de 3 à 5 ans, mais il n'empêche que ça pose quand même la question de est-ce qu'il faut se précipiter, est-ce qu'on doit faire des schémas avec une gradation. Il faut garder tout le temps un regard, je dirais, sur son stack, sur les contraintes et les règles qu'il pourrait enfreindre en fonction de certaines décisions. Et voilà, on est vraiment sur ce sujet d'audit, sur ce sujet d'assessment, sur ce sujet de supervision finalement de son stack pour être connaisseur à tout moment des risques qu'on encourt. C'est un travail en intelligence avec son DPO, c'est un travail en intelligence avec la DSI, avec nos métiers, de savoir équilibrer son risque, mais surtout d'être en connaissance de l'existence des alternatives qu'on évoquait, de les intégrer progressivement si en effet elles sont
des alternatives qui ne dégradent pas les use cases, qui ne dégradent pas les possibilités, ou encore une fois, sur des sujets qui ne sont pas stratégiques, en effet, de faire les choix plus rapidement en se disant, voilà, ça sera aussi de la bonne foi. On espère, et ça a toujours été le cas jusqu'à présent en Europe, que l'application des règles se fait quand même avec des fondements de bonne foi, et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire avec nos clients, c'est d'avoir le plan et d'être en démarche de s'améliorer. On ne peut pas le faire malheureusement du jour au lendemain sans que ça fragilise le business de nos clients. On se rapproche de la fin de l'heure de ce webinaire. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Je vois que quelqu'un est en train de taper. En attendant, dans les questions qui étaient remontées par l'email qui vous avait été envoyé en amont, on nous avait demandé s'il y a des secteurs ou types de données qui seront plus particulièrement ciblés par les autorités en cas d'invalidation du DPF. On l'a à la fois un petit peu abordé, et encore une fois, on est toujours forcé de spéculer un peu pour répondre à cette question. Je sais pas qui veut la prendre. Ouais, je peux prendre si tu veux, mais effectivement, je pense qu'on y a déjà pas mal répondu, notamment Raphaël tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est analytics et traitement de données visibles par les utilisateurs du point de vue des sites internet et des applications, ça risque d'être dans le collimateur des autorités assez vite au travers des associations de protection de la vie privée des consommateurs notamment. D'autant plus que du coup la CNIL, enfin les CNIL européennes d'ailleurs se sont déjà penchées sur le sujet entre 2020 et 2022, donc maintenant elles sont bien au courant de comment ça fonctionne, elles ont aussi les outils pour pouvoir auditer tout ça assez facilement et de manière quasi automatique. Et donc il y a peu de chances pour que ça prenne beaucoup de temps sur ces technologies-là. Après, j'en parlais tout à l'heure avec la décision Bindle, le cloud aussi est impacté, et il y a de fortes chances pour que ce soit aussi beaucoup plus généralisé que ce qu'on a connu la dernière fois. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de Google, parce que c'est ce qui avait vraiment attiré l'attention de tout le monde en 2022, mais déjà, bon, Meta était aussi sous le feu des projecteurs avec Noib. Et aujourd'hui, clairement, on a la décision que pour AWS contre la commission, c'est assez généralisé, et il faut garder à l'esprit qu'il n'y aura pas nécessairement un secteur d'activité ou une activité, un type de traitement qui va être attaqué, mais que potentiellement ça peut être beaucoup plus large. La seule chose, c'est que l'analytics, ça pourrait aller très très vite, puisque les autorités de contrôle ont déjà cette expérience-là. Pour le reste, de toute façon, il faudrait probablement que, comme entre 2020 et 2022, les autorités de contrôle aillent travailler ensemble de consort pour pouvoir définir une posture commune, puisque c'est un sujet qui touche toute l'Union européenne. Et ça signifie aussi, malheureusement, que la posture qui est assez pragmatique de la CNIL, qui, comme tu le disais aussi, Raphaël, travaille maintenant avec l'autorité de la concurrence, et on le voit notamment avec les dernières recommandations sur les applications mobiles, sur lesquelles il y a eu une deuxième version suite à des retours de l'autorité de la concurrence qui a été très très appréciable pour toutes les entreprises françaises. La CNIL donc risque de s'opposer par exemple à l'Autriche ou à l'Allemagne, par exemple l'autorité allemande qui a quand même une vision de la loi très stricte, sans vraiment prendre en compte le business derrière. Et donc au niveau européen, la posture devra être commune, et donc ce sera sans doute une sorte de milieu, juste ou non, entre ces différentes autorités. Peut-être un mot, Julien, Raphaël, en conclusion, pour les annonceurs, les entreprises européennes, françaises qui nous écoutent, que faire? Je pense que c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. À mon sens, je pense que l'urgence, c'est surtout et déjà de prévoir pour pouvoir, en quelque sorte. Donc, réfléchir au scénario et à ce qu'il adviendrait en cas de réalisation, et quels sont les plans à mettre en œuvre si, donc raisonner de la sorte. En tout cas, à mon sens, il est un petit peu trop tôt ou trop prématuré pour prendre des décisions dès à présent, dès aujourd'hui, notamment en absence d'invalidation formelle de la décision d'adéquation actuelle. Ça semble évident. Donc il y a un exercice, je pense, de recensement qui est nécessaire, un exercice de cartographie des outils, des données en l'occurrence, et effectivement peut-être commencer à entrevoir les différentes alternatives qui seraient imaginables, possibles,
d'activer avec une temporalité donnée en fonction justement de la probabilité qu'on mette derrière la réalisation du scénario dont on se parle. Donc à mon sens, c'est plutôt le temps de la planification aujourd'hui, le temps de l'anticipation pour ne pas être pris de court et avoir les éléments déjà dans le tiroir entre guillemets et prêts à être sortis pour être analysés à l'aune aussi de la manière dont le marché et l'écosystème réagira et répondra. Je pense qu'en 2022, je parlais des enseignements tout à l'heure, mais un des gros enseignements, c'est quand même qu'il y a eu, j'évoquais l'attentisme de beaucoup, voire de la grande majorité des acteurs. Tout le monde se regardait, tout le monde fonctionnait par mimétisme, tout le monde se référait aux mises en demeure déjà opérées, à la manière dont la CNIL allait prendre ou gérer la prochaine vague. Donc je pense qu'il est aussi très critique et très important de pouvoir être capable de bien monitorer, bien observer justement l'ensemble de l'écosystème et prendre les décisions selon un rapport risque-bénéfice qui pourrait s'appliquer dans d'autres domaines également, en ayant tous les paramètres en main. Je finirai peut-être par, encore une fois, on sait que les choses vont être beaucoup plus subtiles. Xavier disait Google Analytics avait été interdit. On sait que là, on va pas partir sur des interdictions. Encore une fois, c'est pas ça l'esprit et ça n'avait pas marché l'interdiction. C'est bien les configurations, la façon d'utiliser les outils. Donc, il y a aussi une réflexion avant de dire je change. Il y a la question de comment on évolue. On a parlé des architectures server-side, on a parlé naturellement proxification et comment je restreins. Il y a un principe de minimisation de la collecte. Donc, encore une fois, RGPD reste vrai, donc tenez vos registres de traitement et surtout cartographier et une bonne overview. En Aliact, commencez à regarder un petit peu vos algos, vos solutions par ailleurs. Donc ça, c'est la partie saine, c'est la partie hygiène. En parallèle, on a ce volet de se dire what if. Et ce what if, c'est un sujet de gestion de risque que l'on fait systématiquement avec nos clients. C'est dire, en effet, s'il y a contrôle, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on a quelque chose à raconter? Si on n'a rien à raconter, ça sera compliqué. Si on a montré qu'on a déjà fait des efforts, si on a déjà montré qu'on a réfléchi à des alternatives, mais qu'on a fait des chiffrages pour le coût de remplacement, la restriction, à quel point elle dénaturerait même l'utilité de l'outil. Je dis autrement, si dans un outil de CRM, je peux plus mettre de données personnelles, ça va être compliqué d'appeler ça un outil de CRM. Donc on a naturellement des réflexions aussi sur la criticité et donc en face, comme certains l'ont dit sur le channel, naturellement qu'il y a des alternatives européennes, naturellement qu'on souhaiterait que toutes ces alternatives soient aussi efficaces, aussi pertinentes en FinOps, en SecOps, en scalabilité, en roadmap que leurs alternatives européennes. Maintenant, naturellement, on a cette situation de fait dont on pensait il y a encore quelques jours que peut-être le volet guerre commerciale allait peut-être aussi mettre un caillou sur les solutions américaines en disant qu'elles allaient coûter plus cher. Bon, il semblerait que là, pour l'instant, le scénario ne se précise pas, mais à défaut qu'elles coûtent plus cher, on peut se dire qu'on peut être avec une Europe qui est tentée de rajouter du règlement ou en tout cas de le faire respecter, voire d'invalider quelques dérogations et quelques procédures. Donc voilà, donc ce contexte reste quand même très évolutif. L'important, c'est encore une fois d'être certain qu'en interne, on a le bon nombre de solutions. On a un grand nombre en ce moment de missions de rationalisation du stack. Et ça, c'était pas pour des sujets de risque, c'était pas pour des sujets autres que du FinOps et de création de valeur. Comme dit, en tant que spécialiste data, il y a deux leviers. Il y a l'excellence opérationnelle et comment je vais craquer de la valeur, comment je vais en développer davantage. Et il y a la monétisation, qui est aussi une fin tout à fait légitime et acceptable si elle est bien faite. Donc aujourd'hui, c'était plutôt des volets économiques qui ont amené la réflexion. On peut se dire que les sanctions sont un volet économique à part entière. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la réflexion elle doit quand même être celui de regarder, de faire le tour du propriétaire. Ça doit être régulièrement fait dans le cadre du RGPD, mais de le faire davantage avec un regard de what if, parce que ce what if devient probable là où on espérait avec Biden et son administration qu'on soit dans une collaboration avec lui. Merci, on avait ouvert la discussion à 9h04, on la ferme à 10h05. Très bon timing, merci d'être resté avec nous. Toute notre conversation sera en replay et on suivra évidemment ce sujet de près. Et on n'hésitera pas à refaire une session en fonction de l'actualité du sujet. Merci à tous, bonne fin de matinée, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous.